Aujourd'hui, nous, les élèves de la 3e 4 du collège de Natilmont, à la bibliothèque Robert Desnos, nous rencontrons Mireille Fanon Mendès France. Cette rencontre a lieu dans le cadre d'un projet agriculture au collège invité par le département de la Seine-Saint-Denis, mené avec Aline Paillet, l'association Citoyenneté, Jeunesse, les bibliothèques de Montreuil et les professeurs Madame Diop, Leroy et Pépin. Ce projet a pour but d'en apprendre plus sur les oubliés de l'histoire et en particulier Frantz Fanon. Il avait une manière de parler qui avait un fort impact sur la conscience. Notre émission est réalisée aujourd'hui dans le cadre du projet Révolution africaine. Tout au long du projet, nous avons réfléchi sur la question « Pourquoi est-il un oublié de l'histoire ?» Nous avons appris que les mots pouvaient avoir plusieurs sens et qu'on pouvait manipuler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Frantz Fanon, la légende masquée. Nous l'avons appelé ainsi car avec mes amis, nous avons fait le tour du collège et nous avons constaté que la plupart de nos enseignants, surveillants et principal ne le connaissaient pas. Nous leur avons donc expliqué qui il était et pourquoi ils ne le connaissaient pas. Parce que, comme le titre l'indique, il a été volontairement caché. Frantz Fanon est né le 20 juillet 1925 en Martinique et est mort le 6 décembre 1961 à Washington et est enterré en Algérie. Il est essayiste français et psychiatre avant de se lancer dans la politique. Durant une partie de sa vie, il a lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Frantz Fanon est un oublié de l'histoire. Mireille Fanon Mendès France est une militante française née en 1953. Elle a été prof, a écrit de nombreux articles sur les droits de l'homme et les droits humanitaires, sur le racisme et la discrimination. Elle a aussi travaillé pour l'UNESCO et pour l'Assemblée nationale. Actuellement, elle est consultante en droit international dans un cabinet d'avocats. En 2009, elle a reçu le prix des droits de l'homme du Conseil pour la justice, d'égalité et de la paix. Depuis 2011, elle est experte au sein du groupe de travail des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine, dont elle a été présidente de 2014 à 2016. Elle est présidente de la Fondation Frantz Fanon. Le nègre n'est pas plus que le blanc, dont deux est à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs, afin que naisse une authentique communication. Pourquoi votre père est-il un oublié de l'histoire ? Déjà, Eda, je ne dirais pas que c'est un oublié de l'histoire. Je dirais que c'est quelqu'un qui a été mis un peu de côté. Parce qu'en fait, il est très très connu aux États-Unis, il est très connu en Amérique latine, un peu moins en Afrique et très peu en Europe. La raison, c'est que quand il s'est engagé pour la guerre d'Algérie, c'était une guerre contre la France. Et donc les Français n'ont pas apprécié qu'un de leurs médecins s'engage auprès de la guerre de libération de l'Algérie. Donc il y a eu une espèce d'omerta ou de blacklistage, comme on peut dire maintenant, de blacklistage sur son nom. Donc voilà, ça correspond à une période aussi historique très particulière, les années 50, la guerre coloniale, la guerre contre la colonisation. Et toute personne qui se battait contre la guerre de colonisation était soit tuée, soit après oubliée. En plus, il a fait quelque chose de très grave, parce qu'il était un fonctionnaire de l'État français en tant que médecin. Il avait été nommé donc comme directeur de l'hôpital de Blida et il a démissionné de son poste. Et ça, pour un État, qu'un de ses fonctionnaires, plutôt un haut fonctionnaire, un directeur un moyen fonctionnaire, disons, démissionne pour des raisons politiques, c'était quelque chose de très grave et c'est presque pour eux comme une atteinte à l'honneur de la patrie. Pensez-vous que votre père a eu raison de se battre pour la décolonisation d'Algérie ? Totalement. Pour plusieurs raisons. Si on prétend être pour les droits humains et si on prétend être pour travailler ou œuvrer pour le bien-être de l'humanité, il y a des choses qui sont intolérables. Et une des choses premières, c'est la racialisation
On a d'abord mis les gens en esclavage, et ensuite ça s'est transformé par la colonisation des pays d'où étaient issues ces personnes. Sous prétexte d'apporter la pensée moderne, la pensée blanche, le siècle des Lumières. Donc la colonisation, en fait, se fait contre l'homme. Donc si on prétend être pour les droits humains et pour un homme debout, alors on ne peut pas coloniser les peuples. Donc se battre contre la colonisation, c'est essentiel quand on dit, et c'est ce que Fanon disait, qu'il se battait pour l'homme debout. Son travail de psychiatre, en fait, est aussi en lien avec ça. Parce qu'en tant que psychiatre, il essayait de réparer les personnes qui étaient abîmées par une société qui aliène, qui les empêche d'être debout, justement, sur un plan mental. Et donc, il a mis en cohérence son travail de psychiatre avec la situation qu'il a trouvée en Algérie, où les malades mentaux en Algérie souffraient principalement du fait de la colonisation, de la violence de la colonisation. Et ce qu'il a aussi démontré, c'était non seulement que le malade mental souffrait, mais que aussi celui qui oppressait souffrait, avait les mêmes signes de maladie mentale que celui qui était opprimé. Donc, être psychiatre, c'est pas seulement de dire aux gens, vous avez des problèmes, il faut vivre avec. C'est aussi comprendre qu'est-ce qui provoque ce dysfonctionnement mental. Et c'est ce qu'il a fait. Et en analysant les raisons pour lesquelles les gens dysfonctionnaient mentalement, il s'est aperçu que les sources essentielles étaient dans la violence de la colonisation. Donc à ce moment-là, ça a été naturel pour lui de s'engager auprès du peuple algérien. Pourquoi, en tant que Martiniquais, a-t-il aidé les Algériens? Se sentait-il plus algérien que martiniquais? Je ne pense pas qu'on puisse le dire comme ça. Je pense qu'il vient aussi d'un pays qui était colonisé. La Martinique est un pays colonisé, où il a vécu l'expérience de la colonisation, l'expérience du racisme, de la racialisation. L'histoire de Frantz Fanon et donc de ma famille, ce sont des Africains qui ont été arrachés au continent africain et qui ont été transportés lors d'un long périple, la traite transatlantique, qui ont été transférés dans les pays comme la Martinique, qui étaient habités par des gens. La mise en esclavage, c'est un crime contre l'humanité, mais le fait d'avoir tué les personnes, exterminé systématiquement les personnes qui habitaient là avant l'arrivée des Européens, c'est un génocide. Donc, il est fait de tout ça, Fanon, de toute cette histoire. Il est pétri de toute cette histoire. Donc, se retrouver dans un pays qui est colonisé, il s'est retrouvé confronté à ce qu'il connaissait déjà, aux expériences qu'il avait eues. Il faut comprendre qu'un psychiatre, quel est son objectif? C'est de libérer les personnes qui sont malades mentalement, de les libérer de cette maladie. Donc de travailler sur l'émancipation de la personne. Donc lui, ce qu'il a fait, il a bien compris que pour s'émanciper, il fallait combattre le joug colonial, il n'y avait pas d'alternative. Donc c'est ce qu'il a fait, et c'est la situation vécue en Martinique et la situation vécue quand il a été en France, et celle vécue en Algérie, il y a une espèce de continuité, et donc il a tout naturellement décidé de s'engager dans la libération de l'Algérie. C'était logique. Votre père dénonçait l'oppression des peuples. Se sentait-il opprimé? D'abord, je ne pourrais pas répondre à sa place, mais quand on lit ce qu'il a écrit, on n'a pas trop le sentiment qu'il se sentait opprimé, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment dit des choses qui ne se disaient pas à l'époque quand même, donc affirmé un certain nombre d'éléments de réflexion politique et philosophique. Donc je ne dirais pas qu'il était opprimé, mais en venant de la Martinique, bien sûr qu'il savait d'où il venait, de quelle histoire il venait, et le fait de venir d'un peuple opprimé l'engageait, en tant que psychiatre, l'engageait à trouver les moyens de désaliéner le peuple d'où il venait. C'est un peu ça, quoi, rapidement. Je voulais vous demander, vous l'appelez Frantz Fanon parce que vous ne l'avez pas connu?
Non, parce que je pense qu'à un moment donné, je ne peux pas toujours me référer à mon père. C'est aussi quelqu'un que j'ai lu. Il y a une partie où c'est un homme public, et puis c'est une partie où c'est un homme privé. Quand je parle de lui, je ne parle pas en tant que personne privée. Je parle de lui en tant qu'homme qui a écrit, qui s'est engagé, et que je lis et que j'ai lu. Donc c'est normal que je n'en parle pas comme mon père. Je ne mélange pas. Pourquoi votre père utilise-t-il le mot nègre pour qualifier les Noirs? Alors je pense qu'il faut le remettre dans son contexte, à savoir que dans les années 50, il y a eu un mouvement qui a été porté par Aimé Césaire et si pour les Sénégalais qui connaissent, c'est Léopold Sédar Senghor. Ce mouvement, c'était le mouvement de la négritude. Et Fanon, lui, s'est opposé à ce mouvement, en disant non, on n'est pas issu de négritude. Négritude, ça a quelque chose de... Le suffixe « ude » rend les choses un peu plus acceptables. Non, lui, il dit « moi, je suis nègre ». Et d'ailleurs, même Aimé Césaire, donc de la Martinique aussi, à un moment donné, il dit « nègre je suis, nègre je resterai ». Et si vous regardez en ce moment les publicités des films qui sortent, là, hier est sorti un film à propos de James Baldwin, un auteur américain. Le titre, c'est « Je ne suis pas votre nègre ». Et lui aussi, c'est pareil, il a dû fuir en France dans les années 50. Et c'est ce qu'il disait. Si on dit « je suis nègre », c'est parce que les gens vous regardent comme un nègre. C'est dans le regard des autres. Être nègre, c'est pas attaché à la personne, c'est l'autre vous dit « vous êtes un nègre ». Et historiquement, il faut comprendre que ce terme « nègre » est porteur de plein d'éléments négatifs. Le nègre, c'est celui justement qu'on a pu mettre en esclavage. Donc, qui ne valait rien de plus qu'un meuble. Parce qu'un esclave, c'était ça. C'était un meuble. Il n'avait pas de nom, pas de prénom, pas d'identité, pas de papier, rien. Donc il faut bien comprendre, ils étaient vendus. Nous qui sommes de cette histoire-là, on sait que nos parents, arrière-arrière-grands-parents, étaient vendus, je dirais grosso modo à la louche, 200 € pour le prix d'une vie. Donc c'est le blanc qui un jour a décidé que les Noirs, les Africains en particulier, et essentiellement même, que les Africains n'étaient pas des hommes, n'étaient pas une race. C'est comme ça qu'on a inventé la race. Donc on pouvait en faire ce qu'on voulait. On pouvait les tuer, on pouvait les violer, etc., etc. Et justement, face à ça, il était important dans sa réflexion, et c'est un peu tout le travail de réflexion qu'il a fait dans Peau noire et masque blanc, c'était important d'assumer d'être reconnu comme un nègre dans le regard de l'autre. Et donc d'assumer l'histoire d'où il venait. Fanon, lui, disait « Je me revendique un être humain avec toutes mes particularités et j'entends qu'on me reconnaisse comme cet être humain et pas comme un autre, quelque chose qu'on veut que je sois. » C'est ça aussi. Est-ce que Frantz Fanon a été victime de préjugés racistes? Oui, quand il est arrivé en France. Et la première expérience qu'il a eue en arrivant en France, c'est avec l'armée, puisqu'il s'était engagé dans les forces de libération, les forces françaises libres. Et il avait 17 ans. Hein. En arrivant, il avait pensé que l'uniforme de l'armée allait évacuer tous les préjugés, toutes les stigmatisations. Le fait que, justement, dans le regard des autres, il voyait bien qu'il était un nègre et pas un être humain. Donc il pensait ça. Et quand cette expérience qu'il a faite, à l'armée lui a prouvé le contraire. Et l'autre expérience qu'il a faite, c'est à Lyon. Et c'est d'ailleurs dans Peau noire et masque blanc, où il y a un enfant avec sa mère dans la rue. Et l'enfant dit « Maman, un nègre, j'ai peur ». Donc voilà, c'est ça que suscitent les gens d'ascendance africaine, où les Africains, c'est ça. C'est un sentiment de peur. Et ce sentiment de peur, il est constitutif, c'est ça le problème. C'est pour ça que le racisme, la racialisation existe toujours. C'est que ce sentiment de peur, il est toujours dans la tête des gens. Ça a construit la société française. Et plus largement, la société occidentale. La réaction, par exemple, d'un policier, quand il arrête
un Africain ou une personne d'ascendance africaine, la première chose, c'est la peur. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est ce qui explique aussi le nombre très important d'Afro-Américains qui sont tués annuellement. Il y en a plus de 700 par an. Dans la tête des personnes, structurellement, l'Africain ou la personne d'ascendance africaine fait peur, pas en elle-même, pas parce que c'est Adama ou parce que c'est Aminata ou X ou Y. C'est juste parce que dans la tête, il y a l'idée que c'est quelqu'un qu'on a mis en esclavage, qui est capable de se révolter et qui n'accepte pas les règles qu'on lui donne. C'est faux, c'est total. Ce sont des préjugés et des représentations sociales extrêmement graves, qui ont des conséquences très graves. Donc c'est contre ça que Fanon se mobilisait et travaillait. Quand on lit Frantz Fanon, ces mots nous parlent et nous font réfléchir sur notre vécu et aussi sur la société actuelle. Sa pensée est toujours valable aujourd'hui. Comment a-t-il fait pour arriver à ça ? Je pense essentiellement, et je pense même que peut-être lui ne pensait pas que ces mots, sa pensée, allait se poursuivre bien au-delà de sa mort. Et je pense qu'essentiellement, c'est parce que ça parle de nous. Ça continue à parler de nous. Et surtout, ça parle de nous et ça parle de cette difficulté pour les pays occidentaux à accepter l'autre. Donc le combat qui a été mené dans les années 50 par des intellectuels africains, il y a eu par exemple à Paris, dans les années fin 50, un congrès des écrivains noirs. Bon, il y a eu des mobilisations importantes, il y a eu Malcolm X, il y a eu... Enfin, eh bien, malgré tous ces gens-là qui se sont mobilisés pour obtenir la fin de la racialisation et la fin du racisme structurel, ce travail n'est toujours pas terminé. Et ça, c'est partout dans tous les pays. C'est pas seulement en France, c'est partout. Vous allez en Colombie, les Afro-Colombiens sont traités d'une façon absolument épouvantable. Donc, au Brésil, c'est pareil. Enfin bon, donc il y a bien quelque chose qui montre que le combat de Fanon, la réflexion de Fanon est toujours actuelle. Et ce qu'il y a de plutôt intéressant, je trouve, c'est que plutôt que de nous dire « Ah bon, on n'y est pas arrivé, bon, alors on pourrait être un peu déprimé, se dire « Oh là là, on a tout raté ». Non, en fait, qu'est-ce qui fait que nous sommes des hommes ? On est des hommes parce que d'abord, on a une pensée indépendante, autonome, et nous sommes des personnes debout qui pouvons critiquer, qui avons développé un esprit critique constructif et qui ne nous laissons pas prendre au piège. Fanon, il nous engage, il nous force à continuer le combat pour arriver à l'émancipation de l'homme. On a les peuples, même en Afrique, si on regarde le continent africain, l'Afrique s'est libérée du colonisateur. Mais le colonisateur, il est toujours là, par différentes façons. Par exemple, pour ceux qui sont africains, quand vous êtes en Afrique de l'Ouest, la monnaie, c'est le CFA. Ben, le CFA, il est géré par qui ? Par la France, par la Banque de France. Et quand vous avez le CFA, les États qui signent pour avoir le CFA, ils sont obligés de suivre un programme de 10 points qui les oblige, par exemple, à donner leur bilan économique tous les ans pour savoir si on peut leur prêter de l'argent ou pas, qui les oblige aussi à les formations des militaires de haut niveau dans les pays, dont Mali, Sénégal, Togo, Niger et autres, Côte d'Ivoire et autres. Ces formations-là, elles sont faites en France. Il y a l'obligation pour ces pays d'envoyer les militaires de haut niveau en France, à Saint-Cyr ou autres. C'est intéressant de voir que, par exemple, si demain, les États de l'Afrique décident, il y a un État qui décide de rompre avec le franc CFA, en fait, c'est toute l'économie française qui va s'effondrer. Parce que l'économie française, sur le dos de l'Afrique, rien qu'avec le CFA, se fait de l'argent par milliards chaque année. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et là, voilà, ça c'est une forme de colonisation, de colonialisme. En ça, les questions que se posait Fanon dans les années 50, tout début 60, elles sont toujours actuelles, parce que le combat n'a pas été terminé. Il faut que maintenant, on travaille pour l'émancipation des hommes et des peuples.
quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Africain, ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. Je veux marcher sur la lune, mais l'avouer c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. Je viens d'ici et je suis sénégalais. Je viens de France, mon enfance, moi je vais pas te l'étaler. Je pense souvent à l'Afrique, j'aimerais l'avoir décollé. Mais ce qui compte c'est la santé, ouais c'est la santé. Je voulais rentrer au G8 mais je ne suis qu'un Africain. Construire des bolides mais je ne suis qu'un Africain. Donner mon avis mais du poids, j'en ai aucun. Ils m'ont vidé de mon sang, faut comprendre, c'est des requins. Mon bout de pain, j'ai dû donner, je l'ai senti de loin. Étant donné que j'ai un gros nez, quand on est plein, partager ça nous connaît. Trop généreux, résultat, toutes nos terres sont volées. Je vais te montrer mes papiers, ok, mes distress. Ne parle pas comme si j'étais d'une autre espèce. Pour tous les Africains d'Europe aux States qui rêvent de rouler dans des grosses caisses. Je veux voir un Africain dans l'espace. Je veux plus voir l'Afrique à genoux. En attendant que les problèmes se tassent. S'il y a un mafia, appelez-nous Africain. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. Je veux marcher sur la lune, mais l'avouer c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. Dernier de l'échelle mondiale, les mecs, c'est quoi les bails? L'Africain déterminé m'a dit games, open your eyes. Quand ils parlent de l'Afrique, c'est pour citer le nom des plages. Je suis victime d'un faux départ, ouais. Nombreux n'ont pas les lots. Il manque tellement de choses. Ils te diront l'Afrique c'est dangereux, mais tout ça c'est des mots. En attendant, moi je veux du boulot cette semaine, je veux du taf toute la semaine. J'en veux tellement qui t'a bousillé mes saps, mes semelles. Ouais, je veux du job cette semaine. Ha! Et j'en veux beaucoup. J'ai pas de crampons mais je rêve de soulever la coupe. Je garde le sourire malgré que j'avance dans le doute. J'ai vu toutes sortes d'épreuves venir se poser sur ma route. C'est sûr que je vais t'en vouloir si je te vois cracher dans la soupe. Je suis africain, m'en veux pas d'être un peu trop rêveur. Prisonnier de la S forever. Oui, je suis insolite, souvent je ne tiens qu'avec du maro. Et si néné, enfin j'y mettrai le prix quel que soit le tarot. Je te laisserai pas mettre KO, comme le dit Petro, c'est Sao. Yeah, 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 yeah. Je m'appelle Mamadou, y a pas plus cramé. Venir manger chez moi, pas besoin de programmer. Où est le drame, mec? Sais-tu seulement que c'est le neveu d'Abdraman? On a évolué, tout ça grâce à tout ce qu'on a appris dans la madrasa. Quand est-ce qu'on portera le brassard? Le jour où la paix nous embrasse. Africain. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. Je veux marcher sur la lune, mais l'avouer c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. Africain. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. Je veux marcher sur la lune, mais l'avouer c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. Je voulais marcher sur la lune mais je ne suis qu'un Africain. Jouir avoir des biens mais je ne suis qu'un Africain. Je voulais marcher sur la lune mais je ne suis qu'un Africain. Jouir avoir des biens mais je ne suis qu'un Africain. Je voulais marcher sur la lune mais je ne suis qu'un Africain. Jouir avoir des biens mais je ne suis qu'un Africain. Je voulais marcher sur la lune mais je ne suis qu'un Africain. Jouir avoir des biens mais je ne suis qu'un Africain. Africain. Pourquoi votre père a-t-il été censuré? Je dirais il faut se remettre dans le contexte. C'était la guerre d'Algérie, donc toute personne qui s'élevait contre la guerre d'Algérie était censurée. Toutes. Ou emprisonnée. Lui, ils ont essayé de l'arrêter, mais il a fui. C'est comme ça qu'il est parti d'Algérie. Il a fui en Tunisie, où il a continué à exercer son métier de psychiatre. Mais c'était normal, dans un pays qui mène une guerre coloniale, de combattre tous les gens qui vous combattent. Par exemple, quand on veut nous faire croire qu'on a besoin d'un état d'urgence en ce moment comme on a, l'état d'urgence ne donne pas la sécurité. En revanche, ça limite, ça réduit l'ensemble des libertés publiques et individuelles. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes maintenant qui ne peuvent plus aller d'une ville à l'autre ou des personnes qui ne peuvent plus se réunir. Il y a des associations qui ont perdu leur droit de se réunir
manifester dans Paris maintenant est quelque chose de très compliqué puisqu'on vous met toujours en avant l'état d'urgence. Or, si un État n'était pas un État néocolonial, eh bien, quand on est face à des attentats comme on a eu, ce n'est pas un état d'urgence qu'il faut faire, c'est de travailler sur l'élaboration des critères de la sécurité. Qu'est-ce que la sécurité? Comment on peut la maintenir? Ce n'est pas par un état d'urgence. Un état d'urgence, c'est privatif de liberté. Avec ça, on finit par ne plus être un jour, on finira par ne plus être dans une démocratie. Et le pire, je trouve, c'est que ça viole les droits humains. C'est pour ça qu'on peut censurer. Donc Fanon, à ce moment-là, il est apparu comme un danger. Il est apparu comme... Aujourd'hui, il pourrait être traité de terroriste. On traite certaines personnes de terroristes, on en a arrêté plein après janvier 2016, en décidant que c'était des terroristes, et on s'est aperçu quelques mois après que ce n'était pas du tout des terroristes. Mais en revanche, on a brisé leur vie totalement. On a brisé leur vie sociale, on a brisé leur vie professionnelle et on a aussi brisé leur vie familiale. Eh bien, Fanon, à l'heure actuelle, s'il était là maintenant, il pourrait être considéré comme un terroriste. Parce qu'il n'a pas adopté le point de vue de l'État colonial. Si vous pouviez faire passer un message pour que votre père ne soit pas oublié en France, lequel serait-ce? Là, c'est une question compliquée. Je pense que je rendrai hommage à vos enseignantes qui ont fait ce travail, avec Aline Payet, mais je leur rendrai hommage parce qu'elles ont introduit dans un système éducatif qui a de l'urticaire, qui a des boutons dès qu'on parle de Fanon, elles ont réussi à introduire Fanon. Donc je pense que c'est le plus beau message qu'on puisse faire passer, c'est de comprendre ce que voulait Fanon et donc de déconstruire aussi l'image, voilà, exactement, l'image que les gens avaient de lui. Et de démystifier le fait que Fanon n'était pas l'homme violent qu'on a voulu présenter, mais quelqu'un qui travaillait vraiment pour l'émergence de l'homme debout. Quand je parle de l'homme debout, évidemment, pour moi, c'est à la fois homme et femme. Hein. Là, le travail d'éducation prend tout son sens. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement de transmettre des textes traditionnels du siècle des Lumières, de Rabelais, de Rousseau, de tout. C'est ça, mais c'est aussi de faire prendre conscience aux personnes que d'abord, elles peuvent aborder d'autres choses que dans le programme et qu'elles peuvent développer, à partir de cette lecture, elles peuvent développer un esprit critique. Donc de s'interroger sur pourquoi il dit ça, pourquoi il le dit comme ça, pourquoi il emploie nègre, pourquoi il s'est investi en Algérie alors qu'il était français. Donc de poser des questions, parce que l'éducation, c'est ça. Enfin, pour moi qui étais prof aussi, le seul point qui m'intéressait, c'était pas que les élèves me rendent une copie bonne. C'était que les élèves comprennent pourquoi ils avaient tel commentaire ou tel autre commentaire. Et qu'ils travaillent à partir de ces commentaires pour avoir une note différente. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire prendre conscience aux élèves qu'ils sont capables de réfléchir comme tout le monde. Mais le système dans lequel on est ne permet pas ça, puisqu'on vous impose par des examens un peu stupides comme, je ne vais pas dire le BEPC, mais bon, puisque vous allez le passer bientôt, passez-le. Mais on vous demande en fait de remplir une copie avec des connaissances, peu importe la façon dont vous les avez analysées. Il faut que vous rendiez la connaissance. Ce qui est intéressant dans l'enseignement et dans l'éducation, ce n'est pas seulement de rendre la connaissance, c'est de comprendre comment la connaissance s'est construite. Parce qu'une fois que vous avez compris comment ça se construit, vous pouvez vous en servir. Et là, le travail que vous avez fait avec Fanon, c'est ça. Si vous deviez qualifier Frantz Fanon en un mot, lequel serait-ce? Alors, ce ne sera pas d'un mot, parce que c'est vraiment compliqué. En revanche, je pense que je dirais que c'était un marcheur qui avait une pensée en action. J'explique ou pas? Oui, j'explique. Alors, un marcheur, parce qu'il a marché, tout le temps, puisqu'il marchait pour émanciper les gens.
Alors, ce n'est pas un marcheur physique, mais son travail était de marcher, de cheminer aux côtés des uns et des autres. Il a cheminé avec la maladie mentale, il a cheminé avec la philosophie, avec la médecine, avec les gens du FLN, avec les Algériens, avec les malades mentaux en Algérie, les malades mentaux en France. Il a sans cesse cheminé. Il a cheminé auprès de Lumumba, il a cheminé quand il a été ambassadeur itinérant en Algérie pour le gouvernement provisoire. Il a cheminé en écrivant. Il a cheminé en écrivant des articles, des livres, du théâtre aussi. Et une pensée en action, pourquoi ? Ce qu'il avait compris en tant que psychiatre, il ne l'a jamais abandonné. C'est-à-dire que quand il s'est engagé auprès des Algériens, il s'est engagé selon la même réflexion. Comment sortir de la colonisation, comprendre les raisons de cette colonisation et de voir comment on peut réparer les personnes de cette colonisation. Quand il a été ambassadeur, c'était ça aussi. Quand il a écrit, c'était ça aussi. Il n'a jamais cessé d'être un homme qui a agi et d'être un homme qui a pensé. Cette particularité est assez spécifique à Fanon. Vous nous avez dit que vous étiez prof, et quand vous étiez prof, avez-vous enseigné Fanon à vos élèves? Ah non, pas du tout. Mais je peux expliquer pourquoi. Pourquoi? D'abord parce que j'étais jeune prof et que j'étais bête à l'époque. Quand j'ai commencé à enseigner, je n'avais pas vraiment réfléchi parce que j'ai été prof un peu par défaut, hein, pas par choix vraiment. Et donc, je n'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire être éduqué, en tout cas, éduqué par l'enseignement. En revanche, comme j'ai été très vite confrontée avec des élèves qui avaient de très mauvais résultats, je me suis posé la question de savoir pourquoi ils avaient de mauvais résultats. Et j'ai plus travaillé, en fait, sur de trouver des solutions pour leur faire comprendre comment ils pouvaient être acteurs dans leur propre enseignement. C'est ça l'éducation. C'est de dépister ce que les gens ont derrière la tête. Et pas seulement de se satisfaire de ce qu'ils vous disent là. Si vous vous satisfaisez de ça qui est devant vous, la réalité, tout ce qui est autour, vous passe à côté, nous passe à côté. Donc notre travail d'enseignant, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui se passe tout autour, dans le dos, sur les côtés, n'importe où, pour arriver à vraiment comprendre là où on veut nous emmener. C'est-à-dire que si vous savez ça, vous avez compris comment fonctionne l'écriture. Et c'est ça, notre travail d'enseignant. Enfin, pour moi. Hein. Donc Fanon, c'était pas forcément le meilleur exemple, enfin à l'époque, parce que ça remonte quand même à quelques années, mais c'était pas forcément... Mais c'est une bonne question parce que maintenant, rétrospectivement, je me dis que j'aurais peut-être dû l'exploiter. Merci. Pourquoi votre père était-il contre l'ONU? Alors, c'est une question intéressante. Ça, c'est à propos de l'assassinat de Lumumba, hein, de Patrice Lumumba. Parce qu'en fait, avant d'être assassiné, Patrice Lumumba, comme il était face à des difficultés à l'intérieur de son pays, des difficultés armées, il a fait appel à l'ONU, aux forces de l'ONU, pour essayer de rétablir la paix. Or, c'est toute la contradiction de l'ONU. L'ONU, normalement, c'est fait pour maintenir la paix entre les peuples, et c'est fait surtout pour respecter... Il y a une charte des Nations Unies. Et cette charte des Nations Unies, elle est faite pour être respectée par l'ensemble des peuples, et l'ONU doit être le garant de cette charte de l'ONU. Or, l'ONU n'est pas la garante des chartes de l'ONU. En intervenant dans le pays de Lumumba, elle a violé un principe essentiel qui est la non-ingérence. Ce que Fanon disait, c'est que tout compte fait, même si un pays appelle une armée à la rescousse, une armée étrangère à la rescousse, ça n'est pas le bon moyen de fonctionner quand on est sur un continent comme le continent africain. Le plus important, c'est de travailler sur l'unité africaine. Parce que quand vous appelez l'ONU, vous appelez une ONU qui a participé à la colonisation de votre continent. Il ne faut pas oublier que l'ONU, bon, 1948, San Francisco 1948, l'ONU est créée. En 1948, il y avait encore combien de pays en Afrique qui étaient des pays colonisés? L'ensemble du continent africain était colonisé. 1960, début des années 60, fin 50, début 60, les pays commencent à se libérer.
L'ONU, elle fonctionnait avec un Conseil de sécurité, 5 personnes, ce qui est toujours le cas. Est-ce qu'on a fait rentrer un pays africain dans ces 5 personnes ou dans le conseil plus élargi qui est à 15? Est-ce qu'on a fait? Non. Donc on a maintenu le même rapport de force. On a maintenu l'Afrique sous domination coloniale en définitive. L'ONU, aujourd'hui, c'est le bras armé de la colonisation de certains pays, en Irak, en Afghanistan, où ils sont là, même y compris dans les interventions qu'ils font en Afrique. Regardez Haïti. Effectivement, une épidémie de choléra qui s'est développée, introduite par l'armée de l'ONU. Et l'armée de l'ONU a mis des années avant d'admettre ça. Maintenant, elle admet ça. Mais le mal est fait. Combien de jeunes Haïtiens ou de Haïtiens sont morts et combien de dégâts pour la société haïtienne. Donc l'ONU ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Le problème, c'est qu'on a besoin d'une instance internationale de régulation dans les rapports de force entre les États. Mais elle devrait penser d'abord à réfléchir la répartition du pouvoir à l'intérieur des membres. Et donc, c'est ce que disait Fanon, il disait, si on a besoin d'intervention armée ou une aide armée militaire à l'intérieur d'un de nos pays sur le continent africain, on doit pouvoir se débrouiller tout seul. Parce qu'on sait que l'ONU, c'est le bras pacifique de la colonisation. Et c'est vrai, c'est le bras pacifique de la colonisation, et c'est un problème. Mais c'est toujours le bras pacifique, et maintenant un peu moins pacifique, puisqu'ils ont des armées, et de plus en plus il y a des interventions. L'ONU viole la charte de l'ONU. Donc ça, c'est très grave. Pourquoi travaillez-vous à l'ONU alors que votre père était contre l'ONU? Bonne question aussi. On m'a suggéré, quelqu'un m'a suggéré, avec le travail que je faisais, etc., que je devrais avoir un mandat à l'ONU. Donc, je me suis dit exactement ça. Non, je critique l'ONU, j'ai même écrit des articles contre l'ONU. Donc, bon, j'ai participé à un livre sur l'ONU. Donc, je me disais, bon, non, je vais pas mettre la main dans la contradiction. Et puis, en fait, j'ai réfléchi... c'est aussi un peu, parfois, être dans ce qu'on pourrait appeler le panier de crabe. Réussir à vivre dans le panier de crabe, c'est aussi pas mal, parce que de l'intérieur, vous pouvez faire changer des choses. Je vais vous donner un exemple. Donc j'ai accepté du coup de le faire, tout en sachant que ce serait difficile, puisque j'avais travaillé à l'UNESCO, où c'est aussi, puisque c'est une agence de l'ONU, où c'était très difficile. 2 exemples qui ont fait que le travail que j'ai fait pendant 6 ans n'était pas inutile. Quand on parle de racisme, on vous décrit l'islamophobie contre l'islam, l'antisémitisme contre les sémites, l'homophobie contre les homosexuels, la romophobie contre les Roms, les gens du voyage. Quand on parle du racisme anti-noir, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a un mot? Non? Comment se fait-ce? Donc, avec des gens de la société civile, on a réfléchi à ça et eux, ils ont proposé 2 mots. Ils ont proposé le terme afrophobie et négrophobie. Et donc, on a introduit au sein de l'ONU le terme afrophobie. Donc maintenant, dans toutes nos communications, il y a le terme afrophobie. Donc on sait de quoi on parle. On ne parle pas de discrimination raciale. La discrimination raciale, c'est juste la conséquence d'un racisme structurel. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. C'est essentiellement là-dessus qu'il faut travailler. Bon, quand moi j'entends Hollande hier encore pour le 10 mai, éduquer contre le racisme. Mais non, éduquer contre le racisme n'a pas de sens. D'abord, on n'a jamais vu d'enfant génétiquement raciste en tant qu'enfant. Ça commence avec l'école. J'ai jamais vu un enfant raciste avant 6 ans. À moins que vraiment qu'il soit dans une famille extrêmement raciste où c'est parlé ouvertement. Donc là, c'est encore autre chose. Mais spontanément, un enfant n'est pas raciste. En revanche, le sentiment d'appartenir à une communauté particulière se construit socialement. Comme la race, le concept de race, enfin le faux concept, parce que c'est pas un concept, c'est quelque chose qui a été construit socialement pour catégoriser et classifier les gens. C'est-à-dire, vous êtes en dessous,
Et puis vous êtes au-dessus et ça va. Et cette hiérarchie, elle continue. Et c'est ça qu'on a réussi aussi à mettre, à faire comprendre aux personnes que pour nous, l'essentiel, ce n'est pas d'éduquer les gens contre le racisme, c'est de comprendre comment un système continue à perpétrer par une idéologie, par des politiques, par des choix, par exemple dans l'éducation. Par exemple, en histoire, est-ce que vous avez étudié l'histoire de l'esclavage? L'histoire de l'Algérie, combien de pages dans la guerre coloniale de la France sur l'Algérie? Combien de pages? Hein? Une feuille. C'est une guerre qui a duré combien d'années? Plus de 10 ans, mais ça avait déjà commencé avant. Hein? Fin 19e, c'était déjà là. Donc, voilà ce que c'est le racisme structurel. On sélectionne, et puis on ne parle plus de dire « Oh, ben non, mais l'esclavage, c'était pas si terrible que ça. » Vous avez des gens, des professeurs d'histoire qui vous disent que l'esclavage, c'était pas si terrible que ça. Et un racisme structurel épouvantable, c'est d'avoir nommé à la tête du comité national pour l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions, c'est d'avoir nommé un Guadeloupéen voilà, qui est négationniste, qui affirme que l'esclavage, c'était bien. Vous trouvez que l'esclavage, c'est bien? Quelles que soient les formes de l'esclavage, est-ce que l'esclavage est quelque chose de humainement bien? Voilà. Et l'ONU, elle doit servir à ça. L'ONU, elle doit servir à faire prendre conscience aux gens les vraies raisons. Les vraies raisons de la guerre en Irak, c'est quoi? C'est le pétrole. Est-ce que le fait que Bush, en 2001, soit intervenu sous prétexte qu'il y avait un gros risque, c'était vrai ou pas? Ou c'était un mensonge? C'était un mensonge. Voilà, c'est ça qu'on doit... L'ONU, elle doit défendre des positions comme ça. Or, elle ne défend pas ces positions. Parce que c'est la contradiction de l'ONU aussi, elle est payée en fait par les États qui la composent. Donc si un État n'est pas content, il va dire « je vais supprimer l'argent que je vous donne ». De notre projet, nous avons vu que votre père a eu un parcours impressionnant. En êtes-vous fier? Oui, bien sûr, oui. C'est mieux d'être la fille de Fanon que de la fille de Le Pen. Je suis très fière du combat mené par mon père. Et je pense que, oui, c'est aussi un héritage qu'on a à respecter. En tant qu'enfant, ça nous oblige. Ça nous oblige à ne pas faire n'importe quoi. À votre avis, votre père a-t-il toujours pris la bonne décision? Les bonnes décisions? Sur un plan d'intellectuel, d'homme engagé, oui. Sur un plan famille, non. Que ressentez-vous vis-à-vis de la mémoire occultée de votre père? Personnellement, ça ne me touche pas, mais ça me touche politiquement. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait avancer la pensée décoloniale et qu'on n'utilise pas tout ce travail, c'est quelque chose de très dommageable, mais ça ne m'étonne pas. Donc il faut mener un combat pour qu'on utilise cette pensée. Est-ce une fierté de marcher sous ses pas? Quelle émotion cela vous procure d'avoir un père aussi engagé? Est-ce que cela vous a forgé un caractère et vous a aidé durant votre jeunesse? Forger mon caractère, non. Je me suis construite indépendamment de lui. Marcher dans ses pas, je ne sais pas si je marche dans ses pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous incite à poursuivre son combat? Tant qu'il y aura une personne au monde discriminée en raison de la pigmentation de sa peau, je serai là. Lors de vos nombreux déplacements, avez-vous constaté une évolution concernant la liberté des peuples? Oui et non. On est toujours confronté au paradoxe. Il y a des peuples qui sont plus libres que d'autres. Et à l'intérieur d'un peuple, il y a des parties de peuples qui sont plus libres que d'autres. Les peuples sont libérés, mais toujours pas émancipés. Les personnes ont des droits, mais tous ces droits ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés. Et le premier droit qui n'est pas respecté, c'est celui de la dignité humaine, parce qu'il y a toujours le racisme structurel. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre lutte contre le racisme et la discrimination? Le fait que les gens vous disent « Ah mais non, il n'y a plus de racisme, regardez dans les rues. Les rues sont colorées maintenant. Il y a des mariages mixtes. » Et ça, c'est quelqu'un qui est à la DILCRA, qui est
la délégation contre le racisme et autres, qui dit des choses comme ça. À savoir que le racisme, bon, c'est plus si grave qu'avant, mais le racisme, c'est aussi grave qu'avant, puisque le racisme structurel continue à tuer. C'est ça. Selon vous, quel est le point de vue de votre famille sur votre père? C'est comme dans toutes les familles. Hein. Vous avez quelqu'un de la famille, il est apprécié par des personnes et pas par d'autres. Fanon, c'est pas parce qu'il est devenu un peu célèbre comme ça. C'était avant tout un être humain. Hein, il aimait danser, il aimait les femmes, il aimait manger, il aimait le rhum. C'était un être humain. Donc et dans ça, c'est comme dans toutes les familles. Il y a des gens qui sont appréciés, pas d'autres. Mais je me souviens de ma grand-mère quand j'étais petite, que j'allais la voir en Martinique, puisqu'elle était presque aveugle. Elle me prenait la main et elle disait quelque chose. Ich Fanon, elle disait. Ich Fanon. Ich Fanon, c'est l'enfant de Fanon. Ich Franz. Non, elle disait ça. Ich Franz. Et elle me répétait ça, elle me prenait la main, elle me touchait. J'avais même pas besoin de lui dire qui était là. Je faisais ça parce que je disais, c'est pas possible, elle voit rien. C'est pas possible qu'elle me dise ça. Et je m'asseyais à côté d'elle, je disais rien, je disais à mes cousines, je dis rien à maman marraine, hein, je dis rien. Vous dites rien non plus. Hein. Je m'asseyais et elle disait Ich Franz, Ich Franz. Donc voilà. Merci. Frantz Fanon est mort à 36 ans en 1961. Il a marqué beaucoup de générations et peut-être qu'aujourd'hui, ma génération aussi a des choses à dire. Nous voulons une génération indignée qui laboure les horizons, déterre les racines de l'histoire, arrache la pensée aux ténèbres. Nous voulons une génération future qui n'absout pas les fautes, ne pardonne pas, ne s'incline pas, ne connaît pas la duplicité. Nous voulons une génération pionnière, prodigieuse. Poème de Nizar Kabani, poète syrien. Une émission réalisée par Madeleine Actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel, enregistrée à la bibliothèque Robert Desnos par la classe des 3e 4 du Collège de Nains de Tillemont de Montreuil. Cette émission était préparée par Aline Payet dans le cadre du projet Afrique et Révolution, les oubliés de l'histoire. Merci à Mireille Fanon et à Madame Diop. Et pour en savoir plus sur Frantz Fanon, vous pouvez le retrouver à travers ses ouvrages Peau noire et masque blanc écrits en 1952 et Les damnés de la terre écrits en 1961. Merci à tous de nous avoir écoutés.